Bonjour. Ma communication va consister en gros en une contribution sur les débats qui portent sur la question de la valorisation économique au sein d'un capitalisme qu'on appelle souvent numérique ou informationnel. Donc, mon principal argument, puis je vais y aller d'emblée, est que les principales approches qui traitent notamment du capitalisme numérique à travers le concept de digital labor, qui serait une nouvelle source de valeur au sein des médias numériques, ne sont pas en mesure de proposer une théorie ou une théorie critique adéquate du capitalisme contemporain, c'est-à-dire du capitalisme à l'ère du numérique. Donc, pour ce faire, je vais procéder à une synthèse entre une relecture de Marx qui est proposée par le courant dit de la critique de la valeur, que je vais combiner à l'économie politique institutionnaliste du capitalisme avancé qui avait été initiée par Thorstein Veblen à l'époque, ainsi que la théorie initienne des médias de communication et leur rôle dans la constitution des monopoles de la connaissance. L'idée ici étant de remettre en question, ou du moins de questionner certaines des théories qui portent sur le digital labor, lequel postule justement que la valeur au sein des médias sociaux proviendrait du travail non rémunéré des usagers. Donc, je vais dans un premier temps partir de la critique marxienne pour montrer en quoi Marx vise à produire une théorie critique des catégories de l'économie politique, donc la marchandise, la valeur, le travail et le capital. Dans un deuxième temps, essayer de montrer quelles sont les limites de l'analyse marxiste traditionnelle pour saisir notamment les mutations institutionnelles de ce qu'on appelle le capitalisme avancé à partir de l'économie politique weblenienne. Donc, notamment, on va voir que les approches marxistes traditionnelles sur lesquelles s'appuie bien souvent le concept de digital labor ne tiennent pas compte des mutations institutionnelles qui ont eu cours au sein du capitalisme à partir de la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est dans ce contexte que je veux analyser le cas de Facebook pour démontrer que l'accumulation du capital au sein du capitalisme avancé repose sur la capacité des corporations, je vais revenir là-dessus, capacité des corporations d'accumuler à partir d'une rente de monopole symbolique, terme que je vais définir aussi par la suite. Donc, on va voir que le processus d'accumulation du capital ne consiste pas tant en une accumulation des richesses matérielles, donc il va être important de définir, que sur des mécanismes extra-économiques de quantification symbolique du pouvoir. Donc, premier point, en ce qui concerne le concept de digital labor, on pourrait dire qu'il repose sur les postulats de ce qu'on peut appeler le marxisme traditionnel. Je vais aller très rapidement, je ne vais pas faire de l'exégèse marxienne ici, mais pour essayer de distinguer entre, finalement, ce que serait une économie politique critique d'une critique de l'économie politique, qui est, selon moi, le propre de la démarche de Marx. C'est-à-dire, une critique de l'économie politique, ça consiste à critiquer les catégories centrales de l'économie politique, donc catégories qui sont analysées par Marx dans le Capital, la marchandise, le travail, la valeur, le capital, qui, selon lui, ne sont pas des catégories économiques ou naturelles, mais bien des catégories sociales et historiques, donc ils n'appartiennent qu'à une époque socio-historique donnée. Donc ces catégories ne sont pas fausses, il y a une démarche réaliste au sens épistémologique, ce sont des fétiches, donc ces catégories sont fétichisées. Puis c'est là où on peut faire le lien avec Ennis, dans la mesure où pour Marx, les catégories d'analyse sont... Marx, ce qu'il cherche à faire, c'est produire une théorie matérialiste des formes de la conscience humaine, dans la mesure où, justement, les catégories de l'économie politique sont des médiations qui sont constitutives à la fois de l'objectivité et de la subjectivité sociale, donc des formes de conscience humaine en général. Donc, on pourrait dire Marx n'est pas ricardien, au sens traditionnel du terme. Il ne cherche pas à produire une théorie positive de la valeur, il vise plutôt finalement à critiquer le fait que les produits du travail possèdent une valeur. Donc, c'est là ici où il y a une confusion souvent dans la catégorie du digital labor, qui repose sur une confusion justement entre les catégories marxiennes qui sont assez explicites, donc confusion entre travail concret, travail abstrait, qu'on confond souvent avec travail matériel, confusion également entre travail productif, travail improductif, de même qu'entre richesse et valeur. C'est important de distinguer ces catégories-là parce que souvent, l'analyse marxiste qui porte sur le digital labor vient forcer ces catégories marxistes-là pour les faire rentrer dans son cadre d'analyse. Je pense notamment aux travaux de Fouch, les débats qu'il y avait eu à l'époque avec Arvidsson et Colleoni, etc. Donc, qui sont tous qui reposent sur des postulats qui sont ceux des théoriciens cognitivistes, Negri et compagnie. Donc, pour Marx, c'est assez clair dans ses écrits, la valeur, elle ne peut provenir que de l'abstraction
de l'activité sociale qui permet la quantification du travail et son échangibilité contre un salaire. Donc, le fait justement d'abstraire, de quantifier et d'échanger. Donc, le travail non rémunéré ne peut produire de la valeur ou de la survaleur au sens où Marx l'entend. Hein? Il s'agit d'un travail improductif, c'est pas péjoratif, improductif au sens improductif, il ne produit pas de survaleur. Donc, l'exploitation du travail non rémunéré au sein des médias sociaux, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exploitation, mais ce qu'on va voir, c'est que ça correspond davantage à la catégorie de la rente. C'est pour ça que je vais parler de la rente de monopole symbolique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un produit, d'une marchandise qui a un prix mais qui n'a pas de valeur. Donc, on pourrait dire que le capitalisme numérique, si on se base sur les écrits de Marx, participe d'une dynamique, on pourrait dire fétichisée ou réifiée, telle qu'on la retrouve dans le chapitre 12 du Capital sur le machinisme, dans la mesure où le travail concret n'est pas effectué par le travail vivant, c'est plutôt les algorithmes. C'est les algorithmes qui travaillent, puis qui, dans une dynamique réifiée, on se retrouve à réifier les données des usagers comme s'il s'agissait d'une ressource naturelle qui vont être extraites justement au moyen de techniques de ce qu'on appelle de data mining, donc de forage de données. Donc, l'analogie est intéressante, puis justement, c'est là où il faut travailler sur le concept de rente qui devient pertinent ici. Donc, l'analyse marxienne possède une certaine pertinence dans la mesure où il vise à saisir justement une contradiction fondamentale au sein des sociétés capitalistes. C'est-à-dire que si seul le travail humain produit de la valeur, le fait de remplacer des travailleurs par des machines ou encore par des algorithmes conduit à une contradiction dans la mesure où on se trouve à diminuer la valeur unitaire des marchandises produites. Donc, d'où la nécessité, comme je vais montrer plus tard, de produire toujours davantage de marchandises dans une même unité de temps pour contrer ou compenser la baisse tendancielle du taux de profit. Donc, on se retrouve dans une logique d'automatisation du capitalisme, automatisation qui est analysée par Marx, au sein duquel, justement, le procès de valorisation devient de plus en plus difficile parce que le travail vivant est de plus en plus exclu. C'est ce qu'on observe à l'heure actuelle, ce qui nécessite justement d'instituer des nouvelles médiations, notamment celle du crédit, comme condition de possibilité pour permettre la reproduction du travail. Ce qui est important de mentionner ici, c'est que l'hypothèse marxienne elle se situe dans un contexte spécifique du capitalisme qu'on peut appeler libéral, qui tient au 19e siècle, mais qui ne tient pas compte finalement des transformations institutionnelles qui vont avoir lieu par la suite et qui vont être désignées par le vocable capitalisme avancé, ce qui va être appelé aussi par certains économistes à l'époque marxiste capitalisme monopoliste. Ce qui me mène justement à mon deuxième point, pour essayer de montrer que le déploiement contemporain de ce que certains nomment soit un capitalisme numérique ou un capitalisme de la surveillance ne peut être compris que dans la continuité avec les transformations institutionnelles qui ont eu lieu plus tôt, notamment le passage au 20e siècle, entre le 19e et le 20e siècle, d'une transformation, d'une mutation fondamentale du capitalisme qui avait été analysée par Veblen, Thorstein Veblen, sociologue de l'économie, qui parle justement de l'institutionnalisation de la corporation comme figure centrale du capitalisme avancé. Donc, au sein du capitalisme avancé, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est la corporation qui vient remplacer la figure classique du bourgeois, comme bourgeois propriétaire des moyens de production, comme institution centrale du mode de production. Donc, sur le plan strictement économique, cette transformation n'a souvent pas été prise en considération, puis n'est souvent pas prise en considération dans les débats sur le digital labor. Certains économistes marxistes à l'époque, hétérodoxes, avaient justement montré qu'il fallait reformuler le cadre d'analyse qui avait été initialement pensé ou théorisé par Marx au 19e siècle dans un contexte de capitalisme libéral, où justement, dans le contexte libéral, c'est la concurrence par les prix, qui est la forme prédominante de contrainte qui va venir s'imposer sur les capitalistes et sur les prolétaires, finalement. Dans un contexte monopoliste, ce que Veblen nous apprend, puis ce qui va être repris par la suite par les analyses de Barron et Sweezy. Puis d'ailleurs, si on reprend les thèses sur le digital labor, nécessairement, c'est une reprise beaucoup des éléments des thèses de Dallas Mead sur l'audience comme marchandise. Puis Dallas Mead, c'est une note de bas de page dans la thèse de Barron et Sweezy sur le capitalisme monopoliste. Puis souvent, on oublie de faire la genèse de ces débats-là. Donc, Barron et Sweezy disent qu'il est fondamental de reprendre justement, prendre en considération ce que Veblen va nous apprendre sur les transformations institutionnelles, puisque ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit est remplacé dans
dans un contexte monopoliste par un problème de suraccumulation. Hein. Le problème central des économies capitalistes avancées, c'est un problème de suraccumulation qui provient d'une nouvelle logique de compétition, on pourrait dire oligopolistique. Donc, dans ce contexte, l'accumulation du capital ne s'effectue plus au moyen de la concurrence par les prix, mais plutôt par ce que Veblen appelle des stratégies d'accumulation différentielle. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire droits de propriété intellectuelle, des brevets, des marques de commerce, des alliances stratégiques avec d'autres entreprises ou encore des ententes formelles ou informelles avec les gouvernements. Donc, dans le capitalisme monopoliste, la médiation des rapports sociaux par le marché est remplacée par la planification au sein des corporations. Puis c'est là où on retrouve justement l'idée du capital comme pouvoir parce que son pouvoir repose sur sa capacité, le pouvoir de la corporation repose sur la capacité de capitaliser sur des flux de revenus futurs, notamment dans les marchés financiers. Donc, l'avènement de la corporation, elle vient induire une mutation assez fondamentale du capitalisme dans la mesure où c'est l'ensemble du procès économique, de la production à la consommation, qui va reposer sur une logique d'anticipation. Donc, logique d'anticipation des revenus futurs via l'accès à une monnaie de crédit qui est produite par le système financier. Donc, il s'agit ici d'une liquéfaction de la propriété, donc un capitalisme immatériel, si on veut dire les termes comme ça, avant qu'on utilise le terme. C'est déjà présent dès le 20e siècle. Dans la mesure où il s'agit de générer de la liquidité en fonction d'un droit sur des revenus futurs, les revenus futurs de l'entreprise qui prennent la forme notamment de titres financiers qui sont échangeables à la bourse. Donc, c'est dans ce contexte qu'on retrouve les analyses sur les industries culturelles. Dans ce contexte-là, la fonction de la culture, qui va être diffusée par les industries culturelles, ce qui est analysé par Adorno et Horkheimer notamment, et de produire, au moyen de la publicité, une conscience qui va être adaptée à la logique de surproduction du capitalisme des monopoles. Donc, ce qu'on va appeler les capitaines de l'industrie du capitalisme libéral vont se transformer en capitaines de la conscience. Donc, leur rôle est de produire des auditoires qui vont être vendus notamment aux annonceurs, dans la mesure où il s'agit d'arrimer la logique de surproduction avec la logique de surconsommation. Donc, je disais, exemple, la logique de rente, ici, qui est assez bien démontrée, sur laquelle je vais revenir. Lorsqu'on parle justement du code Facebook, c'est dans ce contexte donc, que j'ai mentionné de transformation institutionnelle qu'il est possible de saisir que le capitalisme qu'on peut appeler numérique, dont on pourrait dire Facebook est un des idéotypes, repose sur ce qu'on va appeler un processus de capitalisation, c'est-à-dire actualisation des bénéfices futurs à la valeur actuelle. Pour parler en termes initiens ici, on peut dire qu'il s'agit d'un contrôle de l'historicité, qui repose sur un régime temporel présentiste, donc production du futur puis le ramener au présent, qui est rendu possible par la médiation des technologies numériques. En ce sens-là, la puissance du capital, elle se caractérise par la possibilité d'imposer son nomos, sa loi, qui repose sur une capacité à quantifier l'inquantifiable. Donc, logique de quantification dont on parlait ce matin, qui se fait à travers différents moyens, politiques, techniques et juridiques, qui permettent de transformer l'ensemble de la vie sociale en flux de revenus, qu'il est possible par la suite de s'accaparer. Donc, le code Facebook montre que le processus du capital, d'accumulation du capital, ne consiste pas tant dans une exploitation du travail non rémunéré que sur une capacité de quantification symbolique du pouvoir. Donc, Facebook, pour prendre le cas de Facebook, on peut dire qu'il utilise différentes stratégies extra-économiques afin de produire ce que Veblen appelait justement une accumulation différentielle. Accumulation différentielle qui consiste justement à transférer de la survaleur qui provient d'autres secteurs de l'activité productive dans une dynamique rentière, d'où l'idée de rente, et également à restreindre l'accès aux flux de revenus à d'autres capitalistes subordonnés afin de dépasser le taux de rendement financier normal. Pour Facebook, j'ai identifié ici de manière non exhaustive 3 stratégies qu'on peut regarder qui consistent en des stratégies d'accumulation différentielle. Premièrement, l'accumulation sur les actifs immatériels, donc les brevets. Deuxièmement, les contrôles sur les risques communicationnels. Et troisièmement, dans une perspective initiale, on pourrait dire stratégie d'expansion impériale du monopole de la connaissance via des investissements dans l'éducation et de la recherche. Premièrement, en ce qui concerne l'analyse des actifs immatériels,
donc, on peut voir que l'accumulation de Facebook, ça s'inscrit directement dans une logique d'accumulation propre au capitalisme financiarisé, qui est la logique actuelle. Donc, on ne peut pas comprendre la Silicon Valley si on ne comprend pas Wall Street. Il y a une complémentarité institutionnelle entre les deux pôles. D'ailleurs, si on regarde l'entrée en bourse de Facebook, qui a été qualifiée de catastrophique, il y avait eu notamment à l'époque des rumeurs de délits d'initiés qui avaient été fomentées par Goldman Sachs, si vous en rappelez. À cette époque-là, la valorisation de Facebook a chuté de 19 milliards de dollars en 4 jours, principalement en raison de la crainte des investisseurs quant à la capacité de Facebook de monétiser les audiences qui utilisaient de plus en plus les technologies mobiles comme les tablettes et les téléphones intelligents. Donc, face à cette pression des marchés financiers et afin de réaliser finalement la rentabilité des opérations puis satisfaire les engagements financiers, Facebook va procéder à l'intensification de l'activité extractive des données de ses utilisateurs. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'on peut faire une analogie avec la dynamique extractive qu'on retrouve dans le système pétrolier, dans la dynamique d'extraction des ressources naturelles. Donc, la stratégie d'accumulation de Facebook repose sur des facteurs extra-économiques. Donc, notamment, certaines transformations institutionnelles entre nouveaux régimes privatisés de production du savoir, qui a été rendu possible notamment via les accords sur les droits de propriété intellectuelle à l'OMC qui ont été signés en 1995, et la déréglementation du système financier. Sans ça, sa logique d'accumulation serait difficile, serait pratiquement impossible. Ces deux secteurs entrent en complémentarité institutionnelle au tournant des années 80-90, dans la mesure où on considère que les marchés boursiers ou les mécanismes boursiers sont plus fiables que le financement bancaire, parce qu'ils permettraient justement, dans une logique d'anticipation, d'anticiper et d'évaluer la valeur des actifs immatériels d'une entreprise. Donc, si on regarde Facebook, sur les bases de données publiques, on remarque que l'entreprise a homologué plus de 8000 brevets qui portent principalement sur les algorithmes, donc ce qui permet de créer des barrières à l'entrée dans le marché pour d'éventuels compétiteurs. Donc, Facebook a procédé aussi à l'acquisition de plus de 50 acquisitions d'entreprises depuis son entrée en bourse, dont les plus connues sont Instagram, WhatsApp, Oculus. D'ailleurs, selon Zuckerberg, la stratégie d'acquisition de Facebook consiste principalement à une acquisition de talent. Hein, il va dire, c'est-à-dire rachat de brevets qui sont détenus par les concurrents afin d'assurer justement ce que Innis appelle un monopole de la connaissance, brevets qui sont eux-mêmes également déposés en Irlande, qui est le principal paradis fiscal pour les entreprises de nouvelles technologies. Donc, Facebook participe également, on pourrait dire, à une logique de ce qu'on va appeler de financiarisation de la vie quotidienne des usagers. Hein? Puis ça, il faut comprendre, c'est très important en ce qui concerne les théories du digital labor, c'est-à-dire que dans le contexte où le salaire de la majorité de la population n'a pas augmenté depuis environ 30 ans, celle-ci doit financer sa surconsommation via l'augmentation de la valeur de ses actifs ou via l'accès au crédit, en démocratisation du crédit. Donc, la reproduction sociale, dans ce contexte-là, elle passe plus uniquement par le rapport de domination salariale. Il passe encore par là, mais il repose le rapport de domination de plus en plus par la capacité des ménages d'obtenir du crédit. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que le travail a disparu, hein, comme forme centrale de médiation au sein des sociétés capitalistes, mais plutôt que son rôle est transformé, dans la mesure où l'emploi a principalement pour fonction d'obtenir un salaire minimum qui permet d'acquérir une crédibilité financière suffisante pour accéder au crédit et de rembourser une partie de ses dettes. Hein? Donc, la médiation du crédit devient en ce sens une condition de possibilité pour permettre la reproduction de la force de travail. Donc, il s'agit d'une accumulation du capital dans un temps futurisé, encore une fois, ce qui est à l'origine des crises dans le capitalisme contemporain, dont la dernière en 2008. Donc, dans la mesure où le capital financier repose sur une médiation, on pourrait dire, de l'information financière, les traces informationnelles qui vont être laissées par les usagers des médias sociaux servent à évaluer la crédibilité financière des consommateurs. Donc, ce qui vient les enfermer dans ce qu'on peut appeler une prison d'endettement virtuel. C'est dans ce contexte-là qu'on peut comprendre justement que Facebook a fait une entente en 2013, avec les principaux courtiers en données comme Axiom, Datalogics et Epsilon. J'ai pas beaucoup de temps, 2 minutes. Donc, deuxièmement, contrôle des risques communicationnels. On l'observe dans le contexte dans une économie financiarisée, la valeur des actifs des entreprises porte
principalement sur la capacité de contrôler des risques financiers. Risques qui sont, dans le cas de Facebook, principalement liés à d'éventuelles réglementations qui touchent la vie privée, l'évasion fiscale, de même que des risques réputationnels qui vont être liés à la perte de confiance des utilisateurs envers le réseau social. On voit ici, à la suite du scandale de Cambridge Analytica. Ici, c'est intéressant de lire ce que disent les investisseurs. Donc, les bulles financières éclatent principalement en raison de nouvelles formes de régulation. D'ailleurs, on a vu qu'à la suite du scandale de Cambridge Analytica, en 2 jours, 60 millions de dollars de la capitalisation boursière de Facebook s'est évaporée. Puis, tout de suite après, lorsqu'il est apparu devant le Congrès, le cours de boursier de Facebook a augmenté de 4,5 %. Puis les investisseurs ont principalement dit que c'est en raison de la faible prestation des membres du Congrès, qui peut s'expliquer aussi par le fait que ceux-ci ont été arrosés de 600 000 $ depuis 2013. Donc, c'est un tableau ici qui montre les contributions de Facebook aux lobbyistes de la commission du Sénat qui interrogeait finalement Zuckerberg. 600 millions de dollars. Puis on voit, regardez, l'augmentation exponentielle des dépenses en lobbying de Facebook depuis 2009, qui atteignent 11 millions en 2017. Même chose, je vais passer rapidement. Juste sur la dernière logique, donc j'ai sauté des choses, mais vous comprenez un peu le topo. Dernière logique d'accumulation différentielle, qui est la logique, finalement, d'expansion impériale du monopole de la connaissance. Ici, c'est une pub de l'Université de Montréal qui dit qu'ont en commun Google, Facebook et l'Université de Montréal. Il faut comprendre ça ici, justement, dans une stratégie de soumission du gouvernement du Canada puis du Québec face à le nouveau monopole de la connaissance. Donc, logique d'accumulation financière assez typique qui consiste, finalement, dans le cas de Facebook, à sous-traiter une partie de sa recherche fondamentale auprès de la recherche qui est financée publiquement pour pouvoir la privatiser par la suite. Disons, c'est une dynamique classique qui est propre à ce qu'on appelle l'économie du savoir. Donc, d'ailleurs, on voit ici la principale chercheure, Marie-Claude Lortie, qui travaille pour Facebook, qui travaille à McGill également. Donc, elle reçoit un salaire de McGill, produit de la recherche fondamentale qui va être par la suite brevetée par l'entreprise. Donc, c'est une dynamique, finalement, de sous-traitance puis on pourrait dire, de socialisation des risques et de privatisation des profits, qui est propre à la logique rentière, justement, propre au capitalisme financier. Même stratégie de monopolisation de la connaissance. Qu'on voit ici, c'est le programme bénévole de Facebook qui finance dans les universités, dans les écoles primaires américaines, des nouvelles... Des programmes d'éducation de masse personnalisée au moyen d'algorithmes, donc production, finalement, des catégories de la connaissance par l'entreprise. Donc, ce qui me mène à Juste 2 secondes. Conclusion, on peut dire que Facebook canalise ou représente les contradictions fondamentales du capitalisme qu'on peut résumer en une phrase qui est le titre justement du dernier livre de Robert McChesney, Ce vers quoi ça nous mène, démocratie sans citoyens, économie sans emploi. Merci.